Toutes les tables rondes auxquelles vous allez assister ce soir suivront un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est l'ESS libre. Et vous l'aurez également compris, cette Web TV a pour objectif de libérer l'économie sociale et solidaire en mettant en lumière ces dynamiques, ces acteurs, ces entreprises, ces réussites sur le territoire et également en levant un certain nombre d'a priori concernant ce champ et en levant également un certain nombre de barrières qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Libérer l'ESS, c'est passe avant tout par libérer la connaissance sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est la thématique sur laquelle nous allons, avec nos invités, débattre dans le cadre de cette première table ronde. Avant de vous présenter nos invités, je souhaiterais apporter une double précision. La première, c'est que ces échanges se veulent interactifs. Donc, dans le public, vous pouvez à tout moment prendre la parole et intervenir, donner votre ressenti ou poser des questions à nos invités et à nos experts. Et vous aussi, qui nous suivez, les internautes, qui nous suivez via YouTube, vous pouvez chatter et nous transmettre également vos avis et vos questions et nous les prendrons en considération. Deuxième précision, c'est que je parle beaucoup et ce n'est pas moi qui vais poser des questions sur cette table ronde et sur les tables rondes. Ce seront des représentants de la licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, formation proposée par l'Institut d'administration des entreprises de La Réunion en partenariat avec l'IATS, et ces étudiants ont des questions très pertinentes à nous poser concernant les enjeux stratégiques de l'ESS sur le territoire. Vous l'aurez compris, Monsieur Frédéric Annette est toujours parmi nous. Il a accepté de m'accompagner afin de partager son expertise et sa vision dans le cadre de ces 3 tables rondes. Merci de vous être porté volontaire pour cet exercice. Donc tout de suite, alors on va présenter rapidement les invités qui nous ont fait l'honneur d'être ici. Tout d'abord Claudine Donce qui représente la Maïf, Nasser Khelifi qui représente l'IATS et enfin quelqu'un qu'on ne présente plus, Monsieur Patrick Valéo qui est professeur des universités, spécialiste de l'économie sociale et solidaire à La Réunion. Je vous propose, chère étudiante, de poser la première question. Bonsoir, donc oui, je m'appelle Jennifer Casal et je représente en fait le groupe numéro 1 sur cette thématique qui est libérer la connaissance sur l'ESS. Donc ma première question est la suivante. Aujourd'hui, les entreprises de l'ESS doivent intégrer de nouvelles compétences pour se développer et se consolider. Maîtrise des différents modèles économiques, management collectif, management de transition. L'ESS d'hier n'est plus l'ESS d'aujourd'hui. Comment dès lors enseigner ces nouvelles compétences ? Les contenus et les méthodes doivent-elles changer ? Il faut quelqu'un qui se sacrifie. Je vais désigner Patrick Valéo. D'accord, Jérôme, merci. On évoquera simplement l'expérience qu'on a eue avec toute l'équipe, avec Frédéric, avec Jérôme, et puis avec d'autres, depuis une vingtaine d'années. Donc on a accompagné cette émergence de l'ESS et ce qu'on a voulu faire pour essayer de nourrir les entreprises, c'est un petit peu ce que Frédéric a dit tout à l'heure. Notre public, en tout cas au cours des 20 dernières années, je ne sais pas si ça changera, c'était plutôt de convertir des professionnels de l'ESS, des gens déjà dans l'ESS, à la formation plutôt que des gens qui étaient plutôt gestionnaires génériques à l'ESS. Donc ce sont des gens qui sont dans la plupart, et c'est encore le cas, c'est sans doute votre cas, déjà dans des structures de l'ESS. Donc à partir de là, on profite d'avoir cette ressource humaine qui a un pied dans l'organisation, un pied dans l'université, pour transférer ses savoirs. Et le maître mot, c'est l'expérimentation. Il y a beaucoup de compétences, vous l'avez dit, et votre question le contenait, énormément de compétences variées qui se combinent, et ce n'est pas une matière après l'autre, c'est des projets qui vont nous permettre de mettre tout ça à l'épreuve de la réalité. Donc on a un petit peu coutume de dire, c'est quelque chose qu'on partage ensemble, on agit d'abord à petite échelle et ensuite on en tire les enseignements. Donc on ne met pas la théorie, une science infuse au départ et puis après on va essayer de l'appliquer. On teste, on se confronte à la réalité et ensuite on réfléchit. Donc l'expérimentation a 2 vertus pour terminer.
Elle permet aux gens de se former, c'est un apprentissage, l'expérimentation, et elle permet également à des projets concrets de se tester grâce à nos étudiants. Alors, je vais compléter la question, et ici je vais te demander de mettre ta casquette de chercheur. Au fil du temps, est-ce que tu as pu identifier à travers tes recherches des évolutions en termes de compétences nécessaires au sein des entreprises de l'ESS ? Alors, c'est une question importante qui mériterait de long développement. Il y a eu des changements de paradigme, c'est-à-dire qu'au départ, on avait quelque chose qui était un ancêtre de l'ESS, c'était les associations, on en parlait beaucoup, on séparait associations, coopératives et mutuelles. Et il y a eu ce mouvement de l'ESS. Nous, on a été dans les premiers, il y a 20 ans, appelé notre licence Gestion des organisations de l'ESS, qui a amené un nouveau paradigme. Et le risque qu'on aurait pu avoir, Jérôme, c'est d'avoir le remplacement d'une paradigme, ça veut dire un peu un point de vue, une idéologie, si vous voulez, qui fonde la réflexion. Donc on avait une idéologie qui était très en méfiance de l'économie, du capitalisme, de tout ce que vous voulez, et on a eu une nouvelle idéologie, une nouvelle mouvance, qui était au contraire, qui disait, voilà, on va fonctionner avec ces moyens-là, avec d'autres buts. Et nous, ce qu'on veut, on est un peu dans la synthèse de tout ça, c'est la diversité, la multiplicité des points de vue. Donc on n'est pas là pour, dans l'enseignement, c'est très important, on n'est pas là pour faire de la formation, de l'idéologie, etc. On est là pour que les étudiants puissent penser par eux-mêmes et se positionner dans un champ qui est hétérogène. Il y a une diversité de points de vue, il y a des gens qui sont vraiment dans l'efficacité, d'autres qui sont plus dans des dimensions politiques, et tout le monde a sa place. Simplement, il faut bien savoir où on se situe. Donc on accompagne les étudiants dans leur capacité à penser par eux-mêmes, c'est très important. Merci. Nasser, du coup, l'IATS qui investit le champ de l'enseignement en économie sociale et solidaire, de la formation, avec un partenariat de près de 20 ans avec l'IAE notamment. Tout à fait, donc je confirme effectivement cette collaboration étroite entre l'IAE et l'IRTS. Et du coup, je remercie effectivement l'IAE et la CRES de nous avoir invités pour pouvoir effectivement apporter, je dirais, le point de vue des centres de formation. Et là-dessus, par rapport à la thématique de notre table ronde, je dirais qu'il y a 5 grandes compétences. On pourra discuter des compétences que je vais délimiter, mais voilà, moi j'en ai noté 5 grandes, donc les compétences de gestion, d'animation, des compétences de transmission, de développement et d'accompagnement. Et donc à travers ces 5 grandes catégories de compétences, je dirais que la place maintenant des pédagogies qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir faire passer le message, l'idée c'est la question de l'hybridation. Hybridation en termes de transmission, en termes aussi de, on est sur des compétences qui sont à la fois valorisables dans le champ des entreprises traditionnelles, pour certaines, et d'autres qui restent à inventer, j'ai envie de dire, enfin qui sont inventées par l'ESS. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement proposer des pédagogies qui sont en lien avec ça. Et pour avoir des pédagogies qui sont en lien avec ça, il faut faire appel non pas à des pédagogies trop traditionnelles, je vais dire comme ça, avec un schéma descendant. Par contre, il faut plutôt, à mon avis, faire appel justement à des pédagogies plus actives. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure, vous avez mis le doigt là-dessus, sur le fait qu'il fallait des pédagogies, j'ai envie de dire, que je vais qualifier d'actives. Vous n'avez pas utilisé ce terme-là, mais je vais le qualifier comme ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement mettre en place des pédagogies qui sont en phase avec les attentes aussi des publics qui viennent et qui participent à cette licence. Là-dessus, on a un double mouvement, je dirais. On a à la fois un champ de la formation qui est en train d'évoluer et où on demande effectivement une certaine qualité dans les prestations qu'on va apporter. Et donc ça fait appel aussi à de nouvelles pédagogies. Et en parallèle, on a des évolutions, notamment dans le champ de l'ESS, où on a des modes de gouvernance qui imposent, je dirais quelque part, des pédagogies non plus traditionnelles, mais plutôt des pédagogies justement où la relation apprenant et enseignant est différente
et ne s'inscrit plus dans une logique complètement descendante, mais bien de co-construction des savoirs. Et donc c'est là-dessus, je dirais, qu'il faut, à mon avis, axer un peu la réflexion sur la question des pédagogies. Merci. Est-ce que tout cela est vrai, du coup? Vous êtes la CRES, vous représentez les têtes de réseau, vous représentez les entreprises. Alors, quand les entreprises viennent vous voir, quelles sont les compétences qui sont mises en évidence, les nouvelles compétences qui sont mises en évidence, quels sont les besoins de ces entreprises? Alors, concrètement, c'est vrai que la plupart de ceux qu'on rencontre, ils sont en mode projet. Voilà, vraiment dans une logique de projet d'expérimentation, comme l'avait souligné Patrick. Et on est souvent sur le comment faire de l'ESS. Mais ce qui est important pour nous, et le mouvement le rappelle, c'est aussi la façon de faire de l'ESS. Donc la façon de faire compte autant que le comment faire. Et à partir de là, on se rend compte que les disciplines qui sont aujourd'hui utilisées dans l'économie sociale et solidaire, où historiquement on avait de l'économie, de la gestion de projet, de la gestion globale d'une organisation, s'étend de plus en plus à des dimensions qui peuvent être aussi sociologiques, politiques, stratégiques. Et on sent qu'il y a une interdisciplinarité de plus en plus forte dans l'économie sociale et solidaire. Et on le voit à travers les questions des étudiants, où derrière on se rend compte qu'il y a plein de domaines à maîtriser. Ça peut être à un moment donné le droit des sociétés, demain ça peut être le management, ça peut être aussi la technicité et une expertise métier sur la santé, sur la formation, sur l'éducation, sur l'environnement. Et ça fait développer, en fait, je parlerai de double compétence, voire de triple compétence nécessaires aujourd'hui. Pour à la fois aborder, je dirais, l'économie sociale dans plusieurs dimensions, les défis sociaux et économiques auxquels on est confronté, et puis les défis de gestion, puisque clairement, la réponse à ces défis passe par aussi une gestion entre guillemets solidaire qu'il faut développer. Merci. On peut passer à la deuxième question. Alors, du coup, pour la deuxième question, je vous remercie, messieurs. En termes d'enseignement de l'ESS, tous les publics, dont salariés, jeunes, étudiants, demandeurs d'emploi, ne sont pas couverts par des formations. Il y a quelques actions de formation, certes, mais comment couvrir de manière cohérente l'ensemble des besoins et connaissances en ESS sur le territoire? Ça, c'est une question pour Claudine. Donc moi, c'est vrai que ma formation de base, c'est enseignante. Donc je suis de l'éducation nationale. Depuis 8 ans, je milite à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Et c'est une mutuelle qui est très, très engagée dans le partage de la connaissance et encore beaucoup dans l'accompagnement des enseignants et des enseignements. La Maïf a porté le projet de loi de l'ESS de 2014 et a développé avec les partenaires de l'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'École de la République, une multitude d'outils pour accompagner les enseignants du primaire à l'université dans l'enseignement de l'ESS. Au niveau du territoire de La Réunion, depuis 3 ans, maintenant, il y a des initiatives au niveau des écoles primaires, notamment portées par l'ESPER et l'OCCE, où l'on a pour objectif de faire connaître l'ESS, d'abord aux enseignants, et ensuite par la découverte d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, par une approche, notamment par les valeurs, par cette gestion démocratique, on le fait vivre avec les élèves du cycle 3. À La Réunion, il y a quelques initiatives en dehors de l'OCCE qui sont aussi portées par des collèges et des lycées et qui rentrent dans le dispositif de l'ESPER qu'on appelle Mon ESS à l'école. Ces différentes structures ont développé énormément d'outils pédagogiques à disposition des enseignants et gagnent vraiment à être connus. Quels sont les enjeux, du coup, auprès de ces publics-là, de développer finalement l'économie sociale et solidaire et cette connaissance?
Le premier enjeu, c'est la formation des citoyens. Hein, l'école, voilà, elle a comme premier objectif la formation du citoyen. Faire que cet élève de primaire, de collège, il soit en mesure de réfléchir à qui il est, lui, en tant que consommateur, mais qui produit autour de lui et quel est son environnement économique. C'est-à-dire que c'est compliqué de parler d'économie à un élève de cycle 3. Mais en le faisant devenir par justement une action comme la petite coopérative de classe qu'il aura avec un projet qu'il va mener avec ses élèves, on peut mettre le doigt sur ce mot qui pour eux est très abstrait, qui est l'économie. En termes de construction d'un parcours cohérent concernant les divers publics, est-ce qu'il y aurait des choses à construire, à proposer afin de compléter ce que vous faites déjà ? Alors, on sait que depuis la maternelle jusqu'à l'université, à l'école, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a l'association, par exemple, l'association UCEP ou l'association UNSS, qui développe aussi, en plus du sport, qui développe aussi la formation de leurs dirigeants. C'est-à-dire que dans une petite association UCEP, il peut y avoir des élèves qui prennent des responsabilités dans les bureaux. À l'UNSS, ils ont des formations spécifiques pour leurs dirigeants associatifs. Au lycée, il y a des élèves qui s'organisent et qui ont aussi des actions au niveau de leur association, leur foyer socio-éducatif. Donc en fait, pour que cela soit vraiment dans une cohérence, on pourrait imaginer qu'il y ait aussi un continuum, au même titre que le continuum qu'on a sur la formation du secourisme, de la maternelle jusqu'au lycée, ou le continuum qui existe au niveau de la sécurité routière. On pourrait tout à fait imaginer et construire un continuum au niveau de la connaissance de l'ESS. Merci bien, Claudine. Messieurs, un avis sur cette question ? Donc, beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Nous, on a eu également très à cœur cette question de l'égalité des chances sur un secteur qui est celui de l'ESS, donc en cohérence des valeurs. C'est pourquoi, quand on a démarré la réflexion avec toute l'équipe, au lieu de démarrer par un master pour reformer des nouvelles élites sur ce champ-là, on a privilégié un niveau licence qui, par le jeu de la VAE, à ne pas confondre avec la VAP, la VAE permet simplement, enfin la VAP, pardon, la VAP permet d'accéder au diplôme. Elle ne donne pas de diplôme, elle permet simplement d'accéder. Donc on a pu faire accéder à des gens qui avaient un niveau bac l'entrée en licence. Après, à eux, pendant 2 ans, de mener les études et de réaliser le diplôme. Ça correspondait à une frange de la population très importante en France, mais aussi à La Réunion, de gens qui avaient été promus par l'économie sociale et solidaire à travers les associations coopératives et mutuelles. Et ça permettait, puisqu'il y avait beaucoup d'autodidactes, de gens qui avaient progressé, fait des carrières, de très belles carrières, d'avoir un diplôme à la hauteur de leurs compétences et de leur travail. Donc c'est très important. Moi-même, je suis très défenseur, je le reste dans le sein de la nouvelle ESS, qui est très entrepreneuriale, mais qui garde une dimension d'éducation populaire. C'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on retrouve plus scientifiquement, puisque tu m'as demandé d'intervenir en tant que chercheur tout à l'heure, l'école de Chicago, qui considère que le chercheur a une place dans la société et que cette démocratisation, l'accès à la connaissance, c'est un outil de savoir, de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc très important de ne pas s'adresser uniquement à des bacs plus 5, mais à des gens avec un bac et avec 10 ans d'expérience pour pouvoir obtenir une VAP qui permet de rentrer à bac plus 3, d'accompagner ces gens, il y en a qui sont présents là, qui ont pu évoluer, licence, master, éventuellement même doctorat, il y en a plus rares. Merci Patrick. Nasser ? Donc toujours sous l'angle en fait de la formation professionnelle, est-ce que les besoins qui sont recensés dans le champ de l'ESS, les besoins de formation, est-ce qu'on a, je dirais, une vision comment dire, exhaustive des besoins ? Je ne pense pas. Il y a encore beaucoup de choses, à mon avis, à mettre en œuvre dans ce champ-là. Et notamment, je pense qu'on est sur une phase, je dirais, charnière, où à la fois on a donc une loi, notamment la loi de 2014 de l'ESS, qui vient effectivement renforcer la place de l'ESS, même si tout ne figure pas dans cette loi-là, mais elle pose effectivement un cadre, et donc du coup elle va contribuer
me semble-t-il, à renforcer la question de la formation. Et en parallèle, on a aussi un champ de la formation qui évolue, qui est percuté aussi par une série de lois, avec une réforme assez, j'ai envie de dire, assez forte, assez importante de ces fondamentaux. Et donc, du coup, ces deux éléments convergents vont, à mon avis, créer un champ, je dirais, d'innovation sur le plan de la mise en place de formation en direction du champ de l'ESS. Et là-dessus, sur la question du recensement des besoins, il me semble qu'il y a encore, à mon avis, beaucoup à faire pour pouvoir recenser les besoins auprès des acteurs de l'ESS. Je pense qu'il faut déjà commencer effectivement par ce premier point, et ensuite, je pense que les acteurs du champ de la formation vont pouvoir, à mon avis, développer pas mal de formations et répondre à pas mal de besoins qui s'expriment déjà sur le terrain et auprès des acteurs de l'ESS. Merci Nasser. On peut passer à la troisième question. Je vous remercie pour vos réponses. Donc la troisième question est la suivante. D'un côté, on a les entreprises qui ont des besoins de nouvelles connaissances, techniques, outils, process pour se consolider, se développer, changer d'échelle. Et de l'autre, il y a les chercheurs qui mènent des études et recherchent pour aboutir à des préconisations managériales. Force est de constater qu'il existe un fossé entre les deux mondes. Est-il possible de les connecter, de créer une passerelle? Et si oui, comment? Cher professeur, Ça, quel est votre avis? Je vais vous la retourner à tous les deux. Donc, en fait, l'élément qu'on partage tous les trois, c'est d'être à la fois chercheur et acteur de l'ESS. Pour avoir un peu d'autodérision, moi j'ai coutume de dire que ma pratique apporte beaucoup à ma recherche, mais que ma recherche n'apporte pas toujours autant que je le voudrais à ma pratique. On se retrouve, on est dans les sciences de l'action, on cherchait un petit peu ce que tu disais Frédéric, quand tu définissais l'ESS, capacité à mener des projets. S'il y a une compétence qui rassemble tout, c'est la compétence entrepreneuriale. Donc on est dans les sciences de l'action. Je redis ce que j'avais dit pour la première réponse, on va agir d'abord et réfléchir ensuite. C'est un petit peu caricatural, mais il n'y a pas l'idée d'une science infuse qui précéderait, puis après on établirait des normes et des guides d'action. C'est plus compliqué, et donc ça passe beaucoup par le développement des savoir-être. Donc en réalité, si je suis franc, dans le développement de nos étudiants, on commence par accompagner sur des compétences qui vont être un peu techniques et pratiques, autour du montage de projets, business model, business plan, etc. On garde les valeurs, on garde la lutte contre les exclusions, tout ce que vous voulez. Et puis petit à petit, on va monter en compétences. On a le master qui va développer un niveau de réflexion, notamment à l'issue du cursus avec un mémoire, où les gens vont prendre recul et vont commencer à conceptualiser ce qu'ils auront fait, à le généraliser et à pouvoir donner quelques recommandations. Et puis, bien évidemment, et vous en êtes je suis très honoré de votre présentation du doctorat, donc, parce que vous avez procédé tous les deux à un doctorat, vous êtes maintenant des chercheurs en sciences de gestion, donc on amène cette réflexion, ça demande pas mal d'années de pratique pour pouvoir ensuite développer une carrière de chercheur et essayer à la fois de donner des conseils, mais également de témoigner de ce qui se fait de bien sur le terrain. Donc une réflexion avec, moi je crois que, si je peux terminer ma réponse, la recherche sans la pratique pose souci, puisque comme on a dit tout à l'heure, il y a des paradigmes différents, et il y a des livres comme Le Savant et le Politique, etc., où la recherche pourrait orienter les politiques publiques ou les acteurs. Et l'idée qu'on puisse opposer à des recherches, à des courants pratiques, que chaque personne puisse opposer sa pratique, chaque étudiant, c'est quelque chose qui est très très sain. On revient au maître mot et on rejoint l'intérêt de la recherche. La recherche va aider les acteurs de l'ESS qui font des études à prendre du recul et à penser par eux-mêmes. Le même mot qu'on avait évoqué tout à l'heure. Voilà, merci Patrick. Claudine, je sais que la Maïf au niveau local et surtout au niveau national sont assez avant-gardistes. Il y a des dynamiques innovantes que vous créez. Est-ce qu'il y a cet espace finalement dans ces dynamiques d'innovation? Est-ce qu'il y a cet espace d'échange avec des chercheurs, avec des laboratoires notamment, ou est-ce que vous en avez besoin? Alors la Maïf a beaucoup de laboratoires. Elle a beaucoup de laboratoires et beaucoup de réflexions sur la façon de manager ces équipes.
elle est engagée dans une démarche où elle incite ses salariés à aller visiter d'autres entreprises en immersion totale, une semaine, 15 jours, et à pouvoir ensuite en échanger. Et tout ça, en fait, c'est pour créer une véritable réflexion sur chaque pratique et pour pouvoir, bien sûr, s'améliorer et être peut-être mieux dans son entreprise, parce qu'en fait, la Maïf cherche aussi à ce que toutes ces parties prenantes aillent vers un épanouissement au travail. Merci Claudine. Frédéric, est-ce qu'il y a un réel besoin, une réelle demande de la part des entreprises de rencontrer la recherche, de rencontrer les chercheurs? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, le profil des étudiants, et c'est vrai qu'ils sont tous des militants, des salariés engagés dans l'économie sociale et solidaire. Et ils viennent chercher à travers les formations qui sont proposées en économie sociale et solidaire des réponses, une manière de conceptualiser, d'analyser, de réfléchir, de se projeter, d'innover, d'accompagner, d'expérimenter. Et derrière, en fait, il faut savoir que les entreprises de l'ESS ont une demande d'appui, puisque beaucoup de promotions d'étudiants ont réussi aussi à faire des diagnostics, à pousser un petit peu l'analyse partagée à travers des dynamiques collectives sur le territoire. Et il faut faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des ressorts et des ressources de recherche qu'on peut avoir viennent d'ailleurs. Voilà, on a une influence anglo-saxonne sur le management. Pour ça fait 20 ans, on le sait. Sauf que quand on le confronte à la réalité de nos territoires, on voit qu'il y a de vrais enjeux à mener une réflexion issue de la production de connaissances locales. Et ça demande forcément une implication. Et les entreprises ont besoin aussi d'une analyse contextualisée avec le filtre culturel, politique, stratégique et les enjeux socio-économiques qu'on vit sur nos territoires. Donc c'est pour ça que l'enjeu de la production de recherche au niveau local, elle est déterminante pour la suite. Merci. Nasser ? Non, ça va. Oui, bien sûr, tu peux compléter. Par rapport à ce qu'on a dit, on avait dit qu'on démarrait très pratico-pratique avec des éléments de formation qui doivent être opérationnels et en résonance avec l'expérience. Je pense que ce que permet la recherche, c'est de retrouver la dimension sociétale de ce que l'on fait. Parce que quand on est le nez dans le guidon à rechercher des ressources, à retrouver un équilibre économique, on finit par gérer sur du court terme et à faire des choix qui sont toujours des choix avec des priorités de survie économique, et retrouver la vision sociétale, le sens sociétal de ce que l'on fait. La recherche peut permettre de retrouver un petit peu cette hauteur et ça peut imprégner la stratégie et les choix des organisations. Donc c'est important au final. Merci Patrick. Je vais moi-même m'inscrire dans la dynamique de l'école de Chicago en répondant à ma propre question. Entre guillemets, si je peux me permettre, en disant que ce que nous faisons là aujourd'hui à travers le développement de cette Web TV, c'est créer des espaces d'échange, de partage, de connexion, à la fois entre les entreprises, entre les institutionnels et également des chercheurs et des formateurs. Donc il est clair qu'il manque ce genre d'espace formel ou informel où nous pouvons discuter, échanger sur tous les sujets et structurant et en croisant les regards, puisque c'est cela qui fait la richesse de notre territoire et qui fera la richesse de l'économie sociale et solidaire. Il nous reste très peu de minutes. Je m'adresse au public. Est-ce que vous auriez une ou plusieurs questions à l'intention de nos experts? Oui. On va vous passer le micro. Peut-être ai-je mal compris, je voudrais vous faire part de mon étonnement. Oui. Vous êtes tous des spécialistes de formation et cette dernière question a permis de parler de formation. Et tous, étant des spécialistes de formation, nous savons que pour mettre au point une formation, on commence par définir des besoins. Après, on va pouvoir faire une ingénierie de formation, après une ingénierie pédagogique, et enfin on va former des gens. Alors ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans une des interventions, on a dit
Maintenant, il faudrait recenser les besoins. Alors que vous faites tous des formations. Je ne comprends plus. Alors, on va répondre à double voix avec Monsieur Valléo, puisqu'il faut savoir que Patrick Valléo a été le premier à lancer la première formation en économie sociale et solidaire, et j'ai la chance finalement de reprendre le relais désormais en étant responsable de la licence qu'il a lui-même élaborée. Donc je te laisse la parole et je prends le relais. C'est une très bonne question, parce que finalement c'est la question de la posture. Frédéric a dit c'est ce qu'on fait, mais aussi la façon dont on le fait. Donc il n'était pas logique pédagogiquement, mais aussi idéologiquement parlant, de dire on va prendre une posture de science infuse, et puis on va vous dire comment gérer l'ESS. Donc c'est cette posture qui nous met également à égalité. Peut-être qu'on a forcé le trait ce soir, mais c'est cette valeur-là qui est de se mettre à portée des étudiants. Quand on a voulu créer la formation il y a 20 ans, bon, on a mis les ingrédients, on dit on va former un petit peu, il y avait 3 pôles. Lutte contre les exclusions sous toutes les formes, égalité des chances, etc., les fondements de l'économie sociale et solidaire, la gestion, donc marketing adapté, gestion des ressources humaines adaptées, finances adaptées, etc. Et le 3e pôle, c'était l'entrepreneuriat, qui était le pôle le plus ouvert, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est une question qui se pose partout dans le monde. Est-ce qu'on le naît, est-ce qu'on le devient, est-ce que ça s'apprend, etc. Donc c'est là qu'on crée un espace beaucoup plus ouvert. Donc on a mis plus l'accent ce soir là-dessus, mais pour un tiers de la formation, c'est-à-dire on laisse un espace ouvert. L'entrepreneuriat, c'est des éléments de proactivité, d'innovation, de prise de risque. Et on dit, ben voilà, essayez de rassembler tous les éléments de lutte contre les exclusions, de business model, etc. C'est une combinatoire de compétences, et débrouillez-vous pour le faire vivre dans le cadre d'un projet. Donc voilà, mais peut-être ça méritait ce complément, en effet, pour pas que ça ait l'air complètement inductif. Oui, alors juste un élément complémentaire d'information. Oui, initialement, cette licence professionnelle, elle est coportée par l'IATS et également la CRES depuis 20 ans, puisque ce sont des acteurs qui vont nous apporter leur expertise à la fois sur le social, mais également, on a les représentants des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Cela n'était peut-être pas formalisé, mais dans l'esprit, on a travaillé, bien évidemment, sur les différentes compétences qui constituent bien, les besoins des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et désormais, eh bien, votre réflexion, qui est très intéressante, a été institutionnalisée. Dans la mesure où, dans la nouvelle offre de formation, nous devons eh bien, officiellement travailler sous forme de blocs de compétences. Concrètement, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, on va échanger avec les entreprises, avec les acteurs du territoire, identifier les besoins, passer par une ingénierie de compétences, et ensuite les transformer sous forme pédagogique et éducative. Et dans ce cadre-là, nous avons activé bien évidemment notre partenariat afin de réfléchir à la nouvelle offre de formation, licence mais également master, sous ce format-là. Donc vous avez raison. Nous arrivons, chers invités, eh bien, à la fin de cette première table ronde. Je souhaite vous remercier pour ces échanges très intéressants, très constructifs et instructifs. Merci pour votre présence également. Je souhaite remercier la LPGOES pour ces questions très pertinentes et parfois impertinentes, mais il en faut pour faire bouger un petit peu les lignes. Donc je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes, le temps d'installer eh bien, les invités de la deuxième table ronde. À tout de suite.